Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. En 2025, le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a présenté son bilan comme celui d'une nouvelle Algérie victorieuse. 10 lois adoptées en une seule année, un amendement de la Constitution et une multitude de projets de loi. Selon le discours officiel, cet arsenal législatif serait au service du citoyen, visant à renforcer la justice, la sécurité, la moralisation de la vie publique et la relance économique et sociale. Le pouvoir met en avant transparence, réforme institutionnelle et modernisation de l'État, dessinant un tableau de progrès et de responsabilité. Mais derrière ces promesses et ce discours solennel, la réalité est tout autre. La multiplication des textes législatifs, loin de résoudre les problèmes de fond, devient un outil de contrôle et de répression. La société est confrontée à des lois pénales, coercitives, à la déchéance de la nationalité, à la criminalisation de l'opinion et un projet de loi sur le code de la route marqué par des sanctions disproportionnées et un élargissement de l'arbitraire. La surlégislation labyrinthique affaiblit la confiance dans le système juridique et masque l'incapacité du pouvoir à répondre aux véritables défis politiques, sociaux et économiques du pays. Alors que les démocraties avancées cherchent à simplifier et clarifier la loi pour garantir justice et protection des droits, l'Algérie semble croire qu'accumuler les textes lui assure contrôle et impunité. Entre discours de réforme et pratiques autoritaires, le fossé n'a jamais été aussi profond. La nouvelle Algérie s'éloigne des citoyens qu'elle prétend servir et la liberté et la justice restent les grandes absentes de ce bilan législatif. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque dimanche. On va essayer de revenir sur l'actualité de la semaine, bien sûr, les thèmes qui ont marqué cette actualité avec nos invités sur le bilan de 2025, rétrospective de 2025. Et vous êtes en train de découvrir nos invités pour cette première partie de l'émission. Maître Saleh Debbouz, qui est avec nous, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, bonsoir téléspectateurs et bonsoir aux invités de cette émission. Merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, Maître Saleh Debbouz. On a aussi le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Djihad Halimi, militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, le Québec, le Canada donc. Djihad Halimi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Khoya, tout le plaisir est pour moi. Barakallahu fik. Merci Djihad d'avoir accepté l'invitation. On va commencer bien sûr sur cette année 2025. On va revenir aussi sur le discours du chef de l'État devant donc les deux chambres. On va écouter bien sûr les lois qui ont été votées au Parlement par surtout cette loi de la déchéance de la nationalité, la loi sur le code de la route, mais aussi en termes de fermeture politique, en termes de liberté, en termes des droits de l'homme. On va revenir bien sûr avec nos invités. D'abord, on va vous faire passer ce petit clip de Lotfi Boujma, le ministre donc, de la Justice, parler de cette loi, la loi concernant la déchéance de la nationalité. ما ندرقوش خلي الشعب الجزائري يعرف هذا الشخص اللي مقترح باش يسحبوا له الجنسيه واش دار ويحكموا عليه اذا كان يستاهل ولا لا. ما نخدموش، احنا نخدموا في الشفافيه. انا قلتها في سابقه، بيت الجزائر من زجاج والله في الشفافيه. اقسم لكم بالله يا الشيء اللي موجود نخرجوه. قلت تفضل جاوب. برك احنا غلطين، اعطيني العكس. الا الدوله غلطه فيك معليش التنبيه، احنا قلنا انذار، قدم الملاحظات نتاعك ناخذوها بعين الاعتبار ولا
Voilà, le ministre de la Justice, donc Lotfi Boudjemaha. Maître Salah Dbouj, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, l'année 2025 a été marquée par loi, cette loi qui a été passée donc au Parlement, mais aussi au Conseil de la Nation, Majlis al-Umma, la loi concernant donc la déchéance de la nationalité. On va revenir aussi sur cette loi concernant donc le code de la route. Mais un bilan très mitigé concernant le bilan de 2025, concernant bien sûr les droits, les libertés aussi en Algérie. Votre réaction par rapport à ces déclarations, mais par rapport aussi à la situation que traverse notre pays en termes de droits de l'homme, de liberté aussi, Maître Salah Dbouj. Je dirais que en termes de droits de l'homme et de liberté, l'Algérie, c'est pas les opposants qui vont dire le niveau, ni les autorités qui dirigent le pays. C'est les instances internationales. Et au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme, l'Algérie a une très mauvaise note. Et l'Algérie a présenté un candidat, elle a eu 0 voix parce qu'elle donne un très mauvais exemple en question des droits de l'homme. Il faut savoir qu'il y a des résolutions qui ont été votées contre le gouvernement algérien et que le gouvernement algérien ne respecte pas. Ce gouvernement algérien qui prétend respecter la légitimité et le droit international, le peu de résolutions qui ont été votées contre des agissements du gouvernement algérien avec des recommandations de corriger ces agissements. Et c'est pas quelque chose de compliqué. Si vous avez quelqu'un qui est en prison comme Bebengel Mohamed par exemple, il y a une résolution qui dit qu'il faut le libérer immédiatement et l'indemniser pour toute la période qu'il a passée en prison, plus de 20 ans, et que le Conseil des droits de l'homme, enfin le groupe de travail sur les détentions arbitraires, après discussion avec le gouvernement algérien, c'est-à-dire il n'a pas examiné cette affaire en l'absence de l'Algérie. C'est après avoir posé des questions au gouvernement algérien que le gouvernement algérien ait répondu par des spécialistes de ce dossier, en l'occurrence des cadres du ministère de la Justice. Et donc, qui suppose, quand le gouvernement algérien, il faut savoir quand un gouvernement participe dans une discussion, ça veut dire qu'il accepte tacitement et franchement le verdict qui va en découler. Et après ça, ils lui disent il faut le libérer. C'est une résolution de 2023. Ce n'est pas une résolution qui remonte à l'époque de Bouteflika. L'arrestation a été faite à l'époque de Bouteflika en 2005. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Et que le gouvernement algérien fait la sourde oreille, il ne répond pas, sachant que il s'agit d'un citoyen algérien. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien de compliqué à appliquer cette résolution. Tu libères le citoyen comme tu l'as fait avec Sassal, parce que Sassal, il y avait beaucoup de pression. Tu as répondu. Alors que Bebengel, il n'y a pas de pression, il est faible, donc tu le laisses pourrir en prison. Ça, donc c'est des exemples qui montrent que sur le plan des droits de l'homme, l'Algérie, elle est très mal notée, elle est très mal lotie, et elle ne peut pas, quand je dis l'Algérie, je vise le gouvernement algérien, les autorités algériennes. Donc, ils ne peuvent pas, le ministre de la Justice, ou même Tebboune, ou même Chengueriha, ou n'importe quel responsable, ne peut pas prétendre qu'il respecte les droits de l'homme parce qu'il y a des faits. Et le discours, il reste un discours creux parce que la réalité le contredit, mais elle va à l'opposé de ce discours. Donc, alors maintenant, pondre des lois comme ça, déchoir les gens de leur nationalité, c'est clair. Cette loi vise les gens qui vivent à l'étranger parce que les autorités algériennes ont très bien compris 2 choses. Premièrement, qu'elles sont loin de leur portée, qu'ils ne peuvent rien leur faire parce que cette loi vient après la tentative d'assassinat ou d'enlèvement
de Amir Dizet. Il faut aussi rappeler que il y a des citoyens qui ont été enlevés et emmenés en Algérie. Par exemple, Slimane Bouhars, il a été enlevé en Tunisie et emmené en Algérie en violation du droit international et surtout en violation de la souveraineté de la Tunisie. Et pendant le trajet de son transport de Tunis à Alger, et il a été torturé et violemment et salement et lâchement torturé en route. Je sais ce qu'ils lui ont fait. Vous savez, ils lui ont même pissé dessus. Hein. Alors donc, on ne vient pas faire des discours prétendant qu'on respecte les droits de l'homme, alors que les pratiques, elles sont contrairement contre. Alors, déchoir les gens de leur nationalité parce qu'ils ne peuvent pas les atteindre et ils ne peuvent pas les faire taire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la diaspora, ce qu'elle fait, pas seulement des posts Facebook, il y a des gens dans la diaspora qui font du travail intéressant pour freiner ces autorités de leur abus d'autorité et de leur violation des droits de l'homme, entre autres. Hein. Il y a dans d'autres domaines, il y a des gens qui activent dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans beaucoup de domaines qui font des choses intéressantes, mais qui déplaisent à ce régime qui veut mettre tout le monde à plat ventre devant lui. Ces actions de la diaspora à partir de l'étranger dérangent beaucoup ces autorités. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est cette menace de les déchoir de leur nationalité pour dire que, écoutez, si vous continuez à faire ça, on ne va plus vous donner de passeport et on va plus... et tout ce qui en découle d'échange de nationalité, dans l'espoir de les faire taire. Mais moi, je sais que ça sera inefficace, mais c'est encore une autre preuve que ce régime ne respecte pas les citoyens et il est dans une phase de folie. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Djihad Halimi, 2025 a été une année difficile pour les militants des droits de l'homme, les militants politiques aussi, en termes de fermeture politique, même fermeture médiatique. Ces lois qui ont été passées donc, au Parlement, qui ont été donc votées, comment peut-on décrire la situation qu'a vécu notre pays en 2025 en termes de liberté, en termes des droits de l'homme, Djihad Halimi? À mon avis, l'année 2025, elle est caractérisée par la mauvaise gestion et l'utilisation de la justice pour réprimer les droits et les libertés par le contrôle total des médias. Je pense que nul ne doute de la mainmise de l'armée sur le journal télévisé de 8 heures. D'ailleurs, c'est devenu la risée des Marocains. On parle plus de ce qui se passe au Maroc, du Maroc que de l'Algérie. On utilise des lois, encore une fois, pour réprimer, pour enlever des droits garantis au peuple algérien par leur constitution, la constitution qu'ils ont fait. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du régime, de notre régime, c'est que on fait des lois, on fait passer des constitutions. La constitution de 2020, c'est une constitution qui manque de légitimité, certes, mais c'est une constitution qui contient beaucoup de textes qui sont corrects. Par exemple, la garantie des libertés individuelles et collectives, l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, la possibilité de créer des partis, des associations et des syndicats sur simple déclaration. Mais c'est le régime lui-même qui ne respecte pas cette constitution-là. On crée des lois qui violent ces articles de la Constitution. Et je pense, à mon avis, ça vient du fait que on a éliminé le politique. On a empêché le politique de pratiquer la politique, puis on a mis des administrateurs, des gens qui ont été formés dans l'École nationale d'administration publique, on les a mis dans des postes
politiques pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Et ça donne ce qu'on voit, une mauvaise gestion. On essaie de gérer le pays par des lois, par des décrets. On est complètement détaché de la réalité des Algériens. On est sous un nuage, dans un club qui s'appelle Club des Pins, puis on essaie de gérer un pays qu'on connaît pas. D'ailleurs, le manque de cohésion dans le discours et dans ce qui se passe dans la réalité, par exemple, discours de Tebboune, il disait que tout allait bien en Algérie, le seul point où est-ce qu'ils ont échoué, c'était la production des viandes. Alors que quelques jours après, on vient d'apprendre on augmente le prix des carburants pour que tout le monde contribue à cette baisse importante de revenus de l'Algérie. Donc, c'est cette incohérence entre le discours et la réalité. Et tout ça, c'est problématique. Donc, ça crée des problèmes de mauvaise gestion, ça crée des problèmes de répression. Et c'est vraiment une année, encore une fois, sombre qu'on aurait pu utiliser pour avancer dans le bon sens. Mais malheureusement, on est encore en train de perdre du temps, presque 7 ans après les événements du Hirak et les manifestations populaires. Vous avez parlé de l'incohérence par rapport au discours et à la réalité que vit notre pays, Djihad Halimi. Quand Maître Salah Debbouze, on va revenir aussi sur cette loi très rapidement de la déchéance de la nationalité. Maître Salah Debbouze a dit dans son intervention, a déclaré donc dans son intervention que cette loi ne pourra pas influencer le militantisme, les militants des politiques, militants des droits de l'homme qui veulent que la situation change en Algérie, pacifiquement bien sûr. Quel est votre regard par rapport à ce point? Parce que pour le régime, cet instrument est beaucoup plus un instrument dissuasif, si on peut dire, pour beaucoup d'observateurs. C'est Nasser, vous parlez de la loi de la déchéance de nationalité, c'est ça? Oui, absolument, absolument. Effectivement. Bon, il y a deux catégories de personnes que cette loi-là va essayer de toucher. Il y a des gens qui demandent carrément la séparation. Par exemple, on parle des maquistes. Les maquistes, ils n'ont pas besoin. Même si tu leur donnes le droit d'y aller chercher un passeport, peut-être qu'ils vont y aller le chercher, mais ils savent très très bien s'ils l'utilisent. Arriver en Algérie, ils vont faire face à ce qu'on appelle la justice. Donc, il faut dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Par rapport au MAC, par exemple, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd, c'est qu'on va créer un groupe de personnes apartheid. Et ces gens-là vont y aller chercher plus de sympathie à cause de leur situation qu'on leur donne sur un plateau d'or ou d'argent. Donc, il y a pas beaucoup de gains. Concernant maintenant les militants, qui militent pour une Algérie unie, pour une Algérie plurielle, une Algérie qui respecte les droits et les libertés, ça va peut-être faire en sorte que des gens vont militer en silence. Ou il y a des gens comme moi, ou d'autres qu'on appelle les brûlés. Je sais que je vais pas y aller en Algérie pour un certain temps. C'est un prix à payer, puis je suis prêt à payer ce prix-là. Et c'est rien comparé à ce que les gens sont en train de payer en Algérie, en emprisonnement, ou ce que nos ancêtres ont payé. C'est correct. Il y a un prix à tout. Pour moi, est-ce que ce genre de loi va me faire taire? La réponse est non. Je vais pas y aller en Algérie, je sais. Et ce qui est malheureux, c'est que je milite pour que d'autres personnes n'aient pas à souffrir de la même situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, on se dit que la justice est indépendante en Algérie. C'est qui a donné l'ordre pour qu'on rentre pas chez nous? Est-ce que c'est un verdict d'un juge? Est-ce qu'il y a un papier qui trace la source de ce jugement-là? Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de prévisibilité. Donc, présentement, c'est ça l'arbitraire chez nous. Il y a un prix à payer pour militer et c'est pas ce genre de loi qui va empêcher les gens de militer. Et au contraire, les gens qui militent pas pour une Algérie unie, ces gens-là, au contraire, ce genre de loi-là, ça va créer des martyrs chez eux. Ils vont créer, aux martyrs haut et fort dans toutes les instances internationales. C'est une erreur grave et monumentale. C'est incroyable. On leur donne ce cadeau-là. C'est une vision. Il n'y a pas de vision par rapport à ce point-là. On va créer des martyrs. Ça va causer beaucoup plus de problèmes que de choses positives.
Très bien, restez avec nous, Djihad Halimi. Maître Saleh Debouze, on va revenir aussi sur la situation socio-économique du pays, la situation. On sent qu'il y a un malaise. On va revenir sur cette hausse du carburant. Mais d'abord, on va écouter ces déclarations du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, qui dit que on fera tout pour garder l'État social. On l'écoute. احنا دولة اجتماعية وما نقدرش نتخلى على الأمور الاجتماعية أبدا. أساس بناء الدولة الجزائرية هو إعلان أول نوفمبر 54 وما يتعودش وما يكونش فيه غيره، لا في طابور خامس ولا طابور سادس ولا طابور سابع. من حقه ومن أجله تبنت الدولة. إذن كدولة اجتماعية ما نتخلاش، وكل تصرفاتنا وبرامجنا تصب في هذا الحال. Voilà, les déclarations de Tebboune. Mais on va écouter aussi, puisque le 1er janvier, les Algériens étaient choqués et surpris de voir donc le prix des carburants augmenter. Et tout ça sans qu'ils soient au courant. Il n'y a pas eu de communication, juste un communiqué de l'autorité de régulation des hydrocarbures qui a parlé donc de la nouvelle tarification, des nouveaux prix concernant l'essence, le gasoil et le GPL. On va écouter le président du MSP, Hassani, qui a parlé donc de ces hausses concernant le carburant. الرخاء الاقتصادي وحالة الاستقرار الاجتماعي ما زالت بعيدة احنا، ولكن الوصول إلى حالة رخاء اجتماعي حقيقي والوصول إلى حالة من الاستقرار الأسري والاجتماعي ما زالت صعيبة. احنا اليوم الصباح نضنا لقينا المازوت والليسونس زادوا، ولقينا حوايج كثيرة زادت، ولقينا أسعار زادت ترتفع، ولقينا كذا دون الرجوع إلى الإطار القانوني المتمثل في قانون المالية ودون الرجوع إلى الكثير من القضايا. إذن معناتها هناك صعوبات، لأننا كي نقولوا باللي كاين هناك تسهيل وكاين هناك رخاء لازم نذكروا باللي كاين صعوبات. هذا الأمر يحتاج إلى توافق، يحتاج إلى نقاش سياسي، يحتاج إلى رؤية اقتصادية، يحتاج إلى رؤية اقتصادية جامعة ورؤية اقتصادية تساهم حقيقة في تحسين المؤشرات، ليس أن تكون هذه المؤشرات محسنة على مستوى الأرقام البنكية. Voilà, donc parler de la situation socio-économique du pays, un malaise social, puisque les transporteurs ont appelé un mouvement de grève concernant donc non seulement l'augmentation du carburant, mais aussi cette nouvelle loi qui régit donc le code de la route, marqué par des sanctions disproportionnées d'après donc leur avis. D'abord, on va écouter ce cri de colère des chauffeurs contre le code de la route. هذا نداء الجماعة اللي هزوا يديهم في البرلمان وصوتنا على قانون المرور الجديد. هذا القانون الظالم اللي صنفونا في دائرة المجرمين وبائع المخدرات والمتحرشين ورجعونا، يعني راح نمشيو في خطر، حاسين رواحنا في خطر. احنا من بكري كنا في أخطار ماشي خطر، أما الآن رانا محددين بالسجن وخلينا من الغرامات الخيالية. يعني كيفاش يعني انت راقد في الدار وانني في الصحراء طايش، والله راني في اقصى الجنوب اقصى الشمال اقصى الشرق، نوصل لك في المواد الغذائيه ونوصل لك في مواد البناء. سائق هذا راهو شريان الاقتصاد في الجزائر. تروح نتايا بكل بساطه تسميه ارهاب الطرقات، درتو فتنه بين الشعب، عادوا اصحاب الوزن الخفيف يشوفوا فينا ارهاب، عاد اللي نفوتوا عليه صورنا السائقين. اي واحد جماعه لابان جماعه الستارن، شوف الطريق اللي رانا نمشيو فيها، شوف التعب اللي راك تتعب فيه، ومن بعد شوف النتيجه كيفاه تصنفتها. يا اخي هز رجلك، هما يهزوا يديهم في البرلمان، انت هز رجلك على الكشراتات، خليه هو يروح يسوق
ما تخافش ماكش راح تموت ماكش راح تضيع في الشرب. Voilà, donc mais on vient juste de m'annoncer une nouvelle concernant euh, le gouverneur de la Banque d'Algérie a été limogé par Abdelmajid Tebboune sur décision de Abdelmajid Tebboune. أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Vous êtes en train de voir le communiqué de la présidence. مهام محافظ بنك الجزائر السيد صلاح الدين طالب وكلف نائب محافظ البنك السيد معتصم بوضياف بمهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة. Est-ce que cette décision est liée, bien sûr, à la dernière note de la Banque d'Algérie concernant le cash, ces augmentations aussi concernant le carburant. Maître Salah Debbouz, je reviens à vous sur cette question, ce malaise, donc l'augmentation des carburants le 1er janvier. Les Algériens étaient surpris. Le malaise donc des chauffeurs, ils ont appelé donc un mouvement social, une grève des transporteurs. Votre réaction? On vient juste d'apprendre aussi cette nouvelle, limogeage donc du responsable ou le gouverneur de la Banque d'Algérie par Abdelmajid Tebboune. Bon, pour le gouverneur de la Banque d'Algérie, moi, il faut que je vous dise, moi, je m'y attendais un petit peu parce que il est clair que ce gouverneur a essayé de freiner un peu la vitesse d'érosion, surtout du réserve de change à laquelle Tebboune a soumis le pays, parce que on le voit très bien. La décision politique d'augmenter comment on appelle la dotation de change pour les touristes. L'allocation touristique. L'allocation touristique à 750, c'est insuffisant, hein, il faut dire que c'est très insuffisant, mais par rapport aux moyens et aux capacités de la Banque d'Algérie, ça a érodé la réserve de change et ça la mettait à zéro à une vitesse vertigineuse. Il faut des chiffres. Moi, je n'ai pas des chiffres exacts, mais des indices disent qu'à l'époque de Bouteflika, la réserve de change est arrivée jusqu'à la dépasser 150 milliards de dollars, et qu'actuellement, la réserve de change est en dessous de 50 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois moins. C'est assez grave. Et d'ailleurs, c'est cette réserve de change qui a baissé avec la baisse des prix des hydrocarbures au niveau international. Donc, qui est apparemment, le prix du pétrole descend sous la barre de 60 dollars le baril. Donc, c'est ça qui font le malaise et qui réduisent les capacités financières de l'État, qui sont limitées aux ressources hydrocarbures. Bon. Donc maintenant, pour le reste des questions, tout est lié à ça. L'Algérie entière tourne autour de cette question des prix des hydrocarbures et de la réserve d'échange. Quand les prix sont bien et que la réserve elle est bien, l'Algérie respire, et quand les prix baissent et que les réserves baissent aussi, c'est la crise. On a connu ça avant, en 88, etc. Rappelez-vous quand Chedli est arrivé, le PAP, le programme anti-pénurie, parce qu'il y avait assez d'argent, donc on pouvait acheter n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et ensuite, et vice-versa. L'Algérie, elle a des cycles de bonne santé financière et de mauvaise santé financière, sauf que les autorités algériennes ont un mauvais comportement quand ils ont une bonne santé financière, et ils ont aussi un mauvais comportement quand ils ont une bonne santé ou une mauvaise santé. Dans tous les cas, le comportement est négatif et mauvais. Maintenant, cette histoire de permis de conduire, enfin de changement du code de la route, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire, les autorités, quand ils ont un problème,
ils vont à la répression. Ils n'étudient pas le problème. Pour un accident de circulation, moi, j'ai vu ces routes que ce citoyen a montrées. Je vous confirme, moi, j'ai fait le voyage une fois quand j'étais en Algérie. Je suis allé à Tamarasset, à Ain Salah en voiture. Effectivement, j'ai éclaté 2 pneus de ma voiture parce qu'il y avait des trous, des cratères. On ne les voyait pas jusqu'à ce qu'on arrive. Et on est dans le cratère et j'ai même risqué de renverser ma voiture. Et je suis difficilement arrivé jusqu'à Ain Salah. Donc, pour éviter les accidents de circulation, il y a 3 facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le véhicule, et il y a la route. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas d'accident, il faut que le conducteur soit un bon conducteur, le véhicule soit un bon véhicule, et la route, il faut qu'elle soit une bonne route. En Algérie, les 3, et surtout, vous avez les véhicules, ils sont en général dans une très mauvaise situation. Vous avez vu le bus qui est tombé dans le Oued el-Harrach. Vous n'avez pas de pneus, vous n'avez pas de pièces de rechange, les véhicules ils sont dans un état délabré, etc. Et les routes aussi, c'est-à-dire les routes, pas seulement qu'elles soient bien goudronnées, mais il y a des normes techniques qui ne sont pas respectées. Les virages, par exemple, moi j'ai des amis qui sont architectes et qui sont dans les travaux publics. On m'explique souvent que les virages, il faut qu'ils soient selon le degré le rayon du virage, il faudrait qu'il y ait une certaine inclinaison par exemple, pour contrôler la force centrifuge due au poids de la voiture. Je donne un exemple, il y a plein d'autres paramètres techniques pour que le poids centrifuge de la voiture qui prend le virage ne l'entraîne pas en dehors du virage. Eh bien, il faut savoir que beaucoup de virages ne respectent pas cette norme, et ce qui explique que beaucoup d'accidents arrivent au même endroit. Il y a un virage du côté de Mdia, juste avant Mdia, Sar Bukhari, je crois. De ce côté-là, il y a un virage où il y a eu des dizaines et des dizaines d'accidents. Ça ne peut pas être la faute forcément du chauffeur. C'est-à-dire, moi, je connais, j'ai un ami qui est un très ancien routier, il est mort dans ce virage. C'est quelqu'un c'est un excellent routier, c'est un chauffeur professionnel. J'ai souvent voyagé avec lui. C'est un plaisir de le voir conduire. Il est mort dans ce virage. Il ne pouvait pas, si lui pouvait contrôler son véhicule, quelqu'un qui arrivait de l'autre côté, qui pouvait perdre le contrôle de son véhicule, qui peut causer un accident mortel, qui peut coûter la vie à quelqu'un qui conduit, lui, très bien. Donc, au lieu de prendre en charge tous les paramètres pour régler ce problème, comme ça se fait partout à travers le monde, non, en Algérie, vous laissez les causes qui entraînent la mort et le désastre, mais vous allez sanctionner très sévèrement. Et vous avez vu la réaction. Le gars, il a dit, écoutez, si vous levez la main pour nous sanctionner, nous, on lève le pied pour ne plus conduire. Effectivement, c'est illogique ce qui se passe. Donc, maintenant, cette situation socio-économique de l'Algérie, elle est la résultante et elle est le résultat de la situation politique. Je voudrais juste souligner quelque chose. Votre invité du Canada dit que nous avons une constitution qui est bonne. Non, la constitution algérienne, je regarde, elle contient de belles phrases, mais de très mauvaises dispositions, parce qu'il y a une grande différence entre une belle phrase et une bonne disposition. C'est-à-dire, vous dites dans la Constitution, les libertés sont garanties. Ce n'est pas ça qui va garantir les libertés. Il faut mettre en place des mécanismes constitutionnels qui apportent cette garantie. Ce n'est pas un mot qu'on prononce. Il n'y a aucun mécanisme constitutionnel en Algérie qui garantit
le moindre, qui apporte la garantie du moindre, de la moindre valeur, des valeurs que la Constitution déclare garantir. La Constitution garantit que les associations, par exemple, peuvent être formées sur une simple déclaration. Et quand vous allez, on vous dit non. Il n'y a pas cette garantie. Moi, j'ai soulevé ça une fois une garantie constitutionnelle devant un juge. Vous savez ce qu'il a fait? Il a souri. Il m'a dit, ah oui, vous comptez sur ça. Vraiment, vous comptez sur ce texte pour venir plaider aujourd'hui devant moi. C'est-à-dire, c'est une insulte. Et il n'y a vraiment aucun mécanisme qui permet aux citoyens algériens de bénéficier de ces garanties. Donc, ça ne sert à rien du tout d'écrire de très belles phrases dans la Constitution s'il n'y a aucune disposition sérieuse qui ramène ces garanties-là. Très bien, reste avec nous, Maître Salah Debbouze. Djihad Halimi, la situation aussi socio-économique est un malaise. On a vu les Algériens réagir par rapport à cette hausse du carburant le 1er janvier, une surprise donc pour les Algériens, alors que Majid Tebboune avait parlé de préserver l'État social, donc la nature de l'État social, du pays de l'État social. On a vu aussi un malaise au niveau des transporteurs qui ont dénoncé le nouveau code de la route. Donc, on a commencé l'année avec ce malaise social et bien sûr cette nouvelle que le gouverneur de la Banque d'Algérie a été limogé par décision donc du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Votre lecture, Djihad Halim? Premièrement, concernant le limogeage du directeur de la Banque centrale d'Algérie, c'est que je tiens à rappeler que Donald Trump, le président qui a kidnappé le président d'un autre pays puis l'a ramené à New York, ne peut pas limoger le secrétaire de la Réserve fédérale américaine, qui est l'équivalent de directeur de la Banque centrale. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation de pouvoir. Il ne peut pas faire ça. Malgré le fait que Trump a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec la politique de la banque, de la réserve, parce que lui voulait qu'on baisse les taux d'intérêt, alors que le secrétaire de la réserve fédérale américaine, lui, il agit pas selon les instructions politiques ou de l'exécutif, il agit selon les paramètres économiques du pays. Et ça, c'est la raison pourquoi ils ont séparé les pouvoirs, ils ont protégé le directeur de la banque centrale, leur banque centrale, des influences politiques. Parce que le politique a besoin de plus de liquidité dans le marché, puis ça peut être nocif sur d'autres facteurs comme l'inflation et tout ça. Je tiens juste à dire ça. Je sais pas c'est quoi les raisons derrière en Algérie, mais c'est ça, c'est l'intervention flagrante du politique dans l'économie. Et ça peut avoir des conséquences assez graves sur le pays. Maintenant, concernant le prix du carburant, je comprends pourquoi ils ont augmenté le prix du carburant. Je vous donne quelques exemples. J'étais en Algérie, 4 personnes, ils vont se promener dans une voiture avec un petit café. C'est ça leur rituel, c'est pour y aller faire une promenade. Ça, je trouvais ça manque d'écologie. Et j'ai trouvé ça un gaspillage des fonds publics parce qu'on sait tous que le prix du carburant, il est lourdement subventionné en Algérie. J'ai aussi assisté à des mariages où est-ce qu'il y avait un cortège de 70 voitures qui allaient à 250 km. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas d'écologique. Puis en plus de ça, le mariage n'a pas duré plus que 6 mois. C'est un autre gaspillage. Encore une fois, c'est quelques exemples. Je comprends la raison pourquoi on monte le prix. Et je comprends pourquoi on l'a monté d'une façon surprise, parce que les gens vont se précipiter, vont commencer à stocker et ça va créer des pénuries. Donc, je comprends l'aspect spontané de la chose. Maintenant, c'est qui doit assumer ces hausses-là? Oui, il y a une partie de la facture qui va être refilée aux consommateurs déjà épuisés par l'inflation galopante des derniers mois, dernières années. Dans un pays comme ici au Canada,
Ce qui arrive, c'est que les transporteurs, c'est des compagnies, puis quand ces compagnies-là vont faire leur retour d'impôt à la fin de l'année, le prix du carburant sera considéré comme une dépense, il va être déduit de leurs revenus, donc ils vont payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc ils vont avoir un revenu net à ramener à leurs enfants, à leur famille, à la maison, qui est assez correct. Donc, c'est le gouvernement qui assume une partie de cette hausse-là. Alors que chez nous, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans les détails, mais apparemment, c'est beaucoup plus les chauffeurs qui vont refiler cette facture-là aux consommateurs algériens qui sont vraiment épuisés par les hausses dans différents secteurs. Donc, je comprends la raison, mais encore une fois, dans un contexte social comme chez nous, j'ai pas suffisamment d'informations sur comment ça marche pour les retours d'impôts, ça, pour les déclarations fiscales, mais j'espère que la facture ne va pas être refilée en entier à la population algérienne. Troisième et dernier point, je termine là-dessus, c'est que je salue et j'ai été impressionné par la mobilisation des chauffeurs. Ça nous démontre l'idéal algérien qu'on cherche. C'est un secteur géré par des Algériens qui est le secteur de transport, qui décide de s'exprimer d'une façon pacifique en utilisant ses droits constitutionnels, à la grève, à faire pression pour exprimer son mécontentement face à cette situation-là. C'est vraiment beau à voir. J'ai eu la chair de poule de voir le degré de propagation de cette grève-là. Je sais que ça touche la population, mais j'étais impressionné par le niveau d'organisation. C'est vraiment extraordinaire. Mais le problème, c'est que malheureusement, les organisateurs de ce mouvement-là, ils vont être vraiment réprimés dans les jours à venir. C'est ça ce que fait le régime. Peut-être qu'ils ont réussi à surprendre la première fois, mais les forces de sécurité ils vont s'assurer que ces travailleurs-là ne vont plus être capables de s'organiser. Parce que, comme vous savez, chez nous, une action individuelle, ça dérange pas, mais le régime, dès qu'il s'agit d'organisation, là, il déploie tous les moyens répressifs pour s'assurer que cette action-là n'arrive plus. Encore une fois, cette action-là aussi, ça démontre un point extrêmement important qu'on n'a pas réussi à avoir pendant le Hirak, c'est que ces travailleurs-là, à travers leur action qui a perturbé le fonctionnement du régime, ils ont créé un rapport de force. Et là, le rapport de force a été payant pour eux. Le fait que le ministre déclare que la loi, elle est toujours à l'étude. Donc ça, c'est un gain. L'autre gain, c'est que la relecture de la loi qui va être faite au niveau du Sénat, les sénateurs, eux, ils vont faire extrêmement attention à la révision de cette loi-là parce qu'ils savent qu'il y a des tensions sociales qui peuvent en résulter. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Yani, Djihad Halimi, j'aimerais avoir très rapidement, comme ça je vais donner la parole aussi à Maître Salah Debbouz, il nous reste 4 à 5 minutes. Très rapidement, Yani, vous étiez très émerveillé de ce mouvement donc des transporteurs. Mais en quoi nous renseigne donc ce mouvement d'après vous parce que souvent, on a parlé du Hirak en 2019, comment les Algériens donc, se sont soulevés pour essayer de changer le système pacifiquement. Est-ce que vous pensez que quand on voit par exemple ce mouvement de grève des transporteurs, ça nous renseigne aussi d'un malaise qu'il y a dans la société et que peut-être il y a le contraste et les incohérences dont vous avez soulevé entre un discours qui est idyllique concernant l'Algérie à tous les niveaux, et une réalité vécue par le citoyen algérien. Le citoyen est en train de souffrir, ça c'est vrai. Il y a une période d'austérité qui est absolument nécessaire chez nous. Les revenus baissent, les dépenses montent grâce à la mauvaise gestion du régime. Où est-ce qu'on, on paye des prestations de chômage, on paye des prestations pour je pense les femmes qui restent à la maison, on paye des prestations pour les anciens moudjahidines, on parle même des petits-fils des moudjahidines, des chouhada. On paye des salaires juste pour réduire le taux
unemployment, de chômage, on crée des emplois fictifs. Donc l'appareil gouvernemental et les dépenses gouvernementales n'arrêtent pas d'augmenter pendant que les revenus de l'État, qui sont dépendants en majorité sur les hydrocarbures, baissent. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans. Les revenus baissent. Donc, à ce moment-là, il faut limiter. Donc, il y a une période d'austérité. Ça, on peut pas y échapper. Le problème, et le problème réel, c'est que cette période d'austérité, les gens qui vont la faire n'ont pas l'autorité morale de le faire. Des gens qui habitent à Club des Pins, des gens qui ont des chauffeurs, qui ont des véhicules fournis par l'État, des gens qui ont des salaires extrêmement élevés par rapport au salaire moyen de l'Algérien. Des gens qui ne souffrent pas de la crise d'éducation parce que leurs enfants étudient ailleurs, qui ne souffrent pas de la crise dans le système de santé parce qu'ils vont se soigner ailleurs. Des gens qui ne sont jamais coincés dans les circulations parce qu'ils circulent avec des gyrophares. Ces gens-là n'ont pas l'autorité morale de mener cette prochaine étape extrêmement importante. Ça prend des gens qui vivent avec les gens, qui vont partager les mêmes douleurs avec les gens, qui vont dire aux gens, s'il y a un petit morceau de pain, on va le diviser entre nous. Tout le monde va écoper de cette souffrance-là. Il y aura personne d'épargné. Et malheureusement, les gens qui sont au régime, ils sont attirés à la base à participer dans ce régime-là à cause du statut, à cause du gain. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas l'autorité morale de mener à bien cette étape qui est malheureusement douloureuse, mais absolument nécessaire. Très bien. Le maître Salah Debbouz, le point qui a été soulevé par Djihad Halimi, l'autorité morale, souvent, maître Salah Debbouz, on en parle de cette légitimité aussi, si on peut la qualifier autrement. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est est-ce que le pays a les moyens de sa politique, de cette politique sociale, puisque juste à la fin le discours du chef de l'État, Majid Tebboune, a parlé de l'État social, concernant notre pays, les subventions, et tout de suite, donc, on a été surpris le 1er janvier, début de l'année 2026, de ces augmentations, un malaise. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yannick? Qu'est-ce que ce mouvement peut nous amener, mais aussi pose beaucoup de questions au niveau de la gouvernance du pays? Vous savez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Halimi. J'ajouterais, je vais voir aussi la chose d'un autre angle. Personne ne met en cause l'État social. Les pays les plus capitalistes s'organisent socialement de plus en plus mieux qu'avant. Alors que dire des pays qui ont des traditions, c'est pas seulement la proclamation du 1er novembre qui est la référence pour construire l'État social algérien, c'est la coutume algérienne elle-même. L'Algérien, il est social, c'est-à-dire tous les Algériens sont solidaires. Et l'organisation sociale de la société algérienne, ce n'est pas de donner gratuitement n'importe quoi, n'importe qui. L'organisation sociale de n'importe quelle société, la première valeur, c'est la solidarité. C'est la solidarité entre les composantes de la société. Et cette solidarité se construit selon les revenus et les besoins des uns et des autres. Maintenant, Tebboune, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que on vous donne du médicament gratuitement, on vous donne du logement gratuitement, on vous donne de la nourriture gratuitement, et c'est ça l'État social. Alors, sur ça, il y a deux grands mensonges ou contre-vérités. Premièrement, ce n'est pas gratuit, parce que c'est payé par des revenus du peuple algérien qui sont retenus par les autorités. C'est-à-dire les autorités vendent des hydrocarbures qui appartiennent au peuple algérien, retiennent ces revenus et offrent à partir de ces retenus ces services-là, au lieu que ça soit donné à une base sociale très large, qu'elle s'organise pour obtenir
ces services, non, les autorités retiennent tout ça et offrent des services. Mais le problème, c'est que c'est des services soit qui sont de très mauvaise qualité, soit qui ne sont pas organisés sur le plan prioritaire. Vous avez vu, je donne un autre exemple, quand Tebboune a fait un voyage à Béchar, des gens de Béchar lui ont demandé un hôpital pour soigner les brûlures. Il a dit non, non, ça c'est la demande qui vient de la base. Alors non, c'est pas de l'opinion de Tebboune. Moi, je propose un hélicoptère et puis on n'a pas les moyens et on peut vous envoyer en Turquie. Donc, c'est ce bureaucrate qui décide à la place de la base de quel est le besoin auquel il peut répondre et de la qualité de ce besoin. Et donc, c'est pas ça l'État social. Et il appelle ça État social. Non, État social, c'est de permettre à la base sociale de l'Algérie d'accéder à ses revenus, d'organiser la distribution de ce revenu de la façon la plus équitable possible à travers des élites représentatives et à travers une bonne organisation de l'État. Et là, je rejoins M. Halimi quand il dit que la séparation des pouvoirs peut effectivement permettre cette bonne organisation de la société et de l'État et par la suite construire une solidarité qui permet aux plus qui ont des revenus les plus forts ou qui sont bien lotis de couvrir ceux qui sont moins lotis ou plus faibles ou plus vulnérables, mais par la loi. Ce n'est pas un dire fait le khair. Non, tu es obligé parce que tu as un revenu, tu payes. Tu payes celui qui n'a pas par un mécanisme légal transparent. Donc, personne ne met, c'est pour dire que personne ne met en doute l'aspect social. Il n'est même pas question de penser à ça. Mais c'est la façon de le faire. C'est la façon dont qu'utilisent les autorités algériennes aujourd'hui pour gérer ce principe. C'est une façon contre-productive. Effectivement, il y a beaucoup de gaspillage, pas seulement si les individus, même si les autorités regardaient le budget de la présidence. Aujourd'hui, il avoisine le 1 milliard, le milliard. C'est un budget qui dépasse le budget de la présidence française merci beaucoup, Matar Salah Debbouz. Et d'autres présidences et d'autres royautés. Merci beaucoup, Matar Salah Debbouz. Je m'excuse parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Matar Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles et vous allez nous quitter parce que je pense que Djihad Halimi restera pour la deuxième partie de cette émission. Il sera avec nous, avec d'autres invités. On va essayer bien sûr de poser des questions, mais aussi on est en train de parler de la situation intérieure, des défis concernant la politique actuelle, le pouvoir actuel, mais aussi la géopolitique, ce qui se passe ailleurs, nos relations avec les pays voisins et surtout ce qui s'est passé au Venezuela. On va prendre une petite pause et on reviendra avec d'autres invités. Restez avec nous.